l'an 60 de notre ère. Tu marches dans les rues de Londinium, la nouvelle ville romaine de Bretagne. Tu sens l'odeur du fleuve, du commerce, des entrepôts pleins de blé. Et puis, tu lèves les yeux, une fumée noire monte à l'horizon. D'abord, c'est un mur, puis c'est le ciel entier qui devient gris. À 5 jours de marche, une femme vient de prendre les armes. Elle a 120 000 guerriers derrière elle. Et avant la fin du mois, Londinium n'existera plus. Son nom traverse déjà les forêts de Bretagne comme une malédiction. Boudica. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'une femme qui a fait trembler l'Empire romain. Pas un général, pas un sénateur, pas un rival de Rome connu des manuels d'histoire. Une reine d'un peuple oublié qui a frôlé. L'impossible. 70 000 morts, 3 villes rasées et la frontière entière de l'Empire, menacée. Voici l'histoire vraie de Boudica, reine des Icénies, celle que Rome a tenté d'effacer, mais que la Bretagne n'a jamais oubliée. Pour comprendre comment on en arrive là, il faut remonter une génération. Nous sommes en Bretagne, pas l'Angleterre que tu connais. Une terre de forêts profondes, de marais, de collines battues par les vents de la mer du Nord. Sur ces terres vivent des peuples celtes. Pas un seul royaume, une mosaïque de tribus, chacune avec son roi, ses prêtres druides, ses guerriers. L'une de ces tribus s'appelle les Icénies. Leur territoire, c'est ce qui correspond aujourd'hui au Norfolk, à l'est de l'île. Une région riche en chevaux, en blé, en or. Leur roi s'appelle Prasutagus, et Prasutagus a fait un calcul. En 43 de notre ère, Rome a envahi la Bretagne. L'empereur Claude veut faire de cette île une nouvelle province de l'Empire. Les légions débarquent. Beaucoup de tribus celtes résistent, beaucoup sont écrasés. Mais Prasutagus, lui, choisit une autre voie. Plutôt que de combattre Rome, il négocie. Il devient ce que les Romains appellent un roi client, une sorte de vassal officiel. Il garde son trône, son peuple, ses richesses, en échange de sa loyauté à l'empereur. Pendant près de 20 ans, ça fonctionne. Les Icénies vivent une paix relative. Ils paient leurs tribus, ils respectent les traités. Et de leur côté, les Romains les laissent à peu près tranquilles. C'est dans ce climat que Prasutagus rencontre une jeune femme noble, une femme grande, rousse, à la voix puissante, une femme dont le nom résonne déjà parmi les druides. Boudica. Selon Dion Cassius, l'historien romain qui écrira son histoire 2 siècles plus tard, Boudica est de très grande taille, des cheveux roux qui lui tombent jusqu'aux hanches, une voix terrifiante quand elle parle en public. Elle épouse Prasutagus. Elle lui donne 2 filles. Pendant des années, Boudica est une reine en paix, une mère, une épouse. Mais en l'an 60 de notre ère, Prasutagus tombe malade. Et il sait qu'il va mourir. Prasutagus a passé sa vie à protéger son peuple par la diplomatie. Il sait que les Romains peuvent être brutaux. Il sait qu'à sa mort, son royaume risque d'être annexé brutalement par l'Empire, que sa femme et ses filles risquent tout. Alors il prend une décision politique, une décision de père. Dans son testament, il partage son royaume en 3 parts, une pour ses 2 filles, et une pour l'empereur Néron lui-même. C'est un calcul rusé. En faisant de Néron son héritier officiel, Prasutagus pense protéger sa famille. Il pense que l'empereur, par respect pour ce geste de loyauté, laissera ses filles régner sous protection romaine. Prasutagus meurt et Rome ignore le testament. Tacite, l'historien romain qui écrit 50 ans plus tard et dont le beau-père Agricola a personnellement servi en Bretagne à cette époque, raconte la suite avec une honte rare. Les centurions romains entrent dans le palais et prennent tout. Les terres, les troupeaux, les bijoux, les esclaves. Les nobles icénies qui protestent sont arrêtés et certains sont vendus comme esclaves. Et puis il y a Boudica. Boudica proteste. Elle rappelle le traité. Elle exige le respect du testament de son mari. Les Romains la font fouetter en public. La reine devant son peuple comme une voleuse. Et ses 2 filles, Tacite l'écrit en une seule phrase glaciale qui résonne encore 20 siècles plus tard. Filiae stupro violentur. Les 2 filles de la reine sont violées par les soldats romains devant leur mère. Voilà comment Rome a traité la famille de son allié le plus loyal. Voilà l'étincelle. Il y a des humiliations qu'aucun peuple ne peut oublier, et il y a des humiliations qu'aucune mère ne peut pardonner. Pendant des semaines, Boudica disparaît. Personne ne sait où elle est, personne ne sait ce qu'elle prépare. Mais dans les forêts d'Angleterre, une rumeur commence à circuler. La reine humiliée appelle à la révolte. Elle envoie des messagers, et pas seulement chez les Icénies.
Elle envoie aussi chez les Trinovantes, la tribu voisine dont la capitale Camulodunum a été confisquée par Rome pour y installer une colonie de vétérans légionnaires. Elle envoie chez d'autres tribus aussi, et toutes ont leur compte à régler avec Rome, et tous répondent. Pourquoi maintenant, et pas avant? Parce que le moment est parfait. Le gouverneur romain de Bretagne s'appelle Suetonius Paulinus, un général redoutable, mais à ce moment précis, il est à l'autre bout de l'île, à 800 km de là. Il est en train de massacrer les druides sur l'île de Mona, ce qu'on appelle aujourd'hui Anglesey, au pays de Galles. Suetonius pense écraser le dernier foyer de résistance celte. Il ne sait pas que dans son dos, le vrai foyer s'embrase. Boudica rassemble son armée. Selon les sources antiques, 120 000 guerriers répondent à son appel. Le chiffre est peut-être exagéré, mais même divisé par 2 ou par 3, c'est une marée humaine, hommes, femmes et enfants même. Tout un peuple qui marche derrière sa reine. Avant la première bataille, Boudica monte sur un char de guerre celte. Selon Dion Cassius, elle s'adresse à ses guerriers d'une voix qui porte sur des kilomètres. Elle ne parle pas en politicienne, elle parle en femme blessée. Elle leur dit ces mots. « Je ne combats pas en tant que reine descendant d'illustres ancêtres. Je combats pour mon peuple, pour ma liberté volée, pour mon corps battu et pour mes filles outragées. » Elle prend un lièvre et le lâche devant son armée. Le lièvre court vers la droite, ce qui est un signe favorable dans la tradition celte. Les druides hurlent leur joie, les guerriers frappent leurs boucliers et la marche commence. La première cible est à une journée de marche, Camulodunum, l'ancienne capitale du roi celte Cunobelinus, que les Romains, par mépris ou par symbole, ont transformé en colonie de vétérans légionnaires. Au cœur de la ville se dresse un immense temple, dédié à l'empereur Claude, le Conquérant. Un temple que les tribus celtes considèrent comme la pire des humiliations. Quand la marée humaine de Boudica approche, la ville est sans défense. Pas de mur, car les Romains se croyaient en sécurité. Pas de garnison sérieuse, car le gouverneur a emmené presque toutes les troupes au pays de Galles. Les habitants de Camulodunum supplient le procurateur, à Londres, d'envoyer du renfort. Le procurateur envoie 200 soldats légèrement armés. 200 contre Boudica. Le résultat est tel que tu peux l'imaginer. L'armée celte fond sur Camulodunum comme une vague. La ville est encerclée et les habitants se réfugient dans le temple de Claude, le seul bâtiment de pierre. Ils tiennent 2 jours. Puis le temple est incendié et tous périssent à l'intérieur. Selon Tacite, pas un Romain n'est épargné. Hommes, femmes, enfants. La cruauté est calculée car Boudica veut envoyer un message. Pendant ce temps, la nouvelle parvient enfin au gouverneur Suetonius, à 800 km de là, sur l'île de Mona. Il comprend immédiatement, et il prend une décision qui va changer le cours de l'histoire. Il abandonne sa campagne contre les druides. Il rassemble ce qu'il peut de ses légions, et il lance la course de sa vie. Il sait qu'il a une journée d'avance sur Boudica, et qu'il doit absolument arriver à Londinium avant elle. Il sait que s'il échoue, toute la province romaine de Bretagne s'effondre. Londinium. À cette époque, ce n'est pas encore la Londres que tu connais. C'est une jeune ville commerciale, fondée par les marchands romains à peine 15 ans plus tôt. 20 000 habitants peut-être, dont beaucoup de Bretons romanisés, des artisans, des entrepôts, des comptoirs commerciaux. Aucun rempart, aucune fortification. Suetonius arrive le premier. Il évalue la situation en quelques heures et il prend la décision la plus brutale de sa carrière. Il abandonne la ville. Il rassemble ses troupes, quelques milliers d'hommes seulement. Il refuse l'évacuation des civils qui ne peuvent suivre une marche militaire. Il quitte Londinium pour aller chercher une position défensive ailleurs. Pour la première fois, le commandant romain abandonne ses propres citoyens. Il sait qu'il ne peut pas tenir la ville et que défendre Londinium signifie perdre toute la province. Quand Boudica arrive, il ne reste que les vieillards, les femmes et les enfants, ceux qui n'ont pas pu fuir. Tacite décrit la suite en 2 phrases. Massacre, incendie. Aucun combat, juste un anéantissement méthodique. Les guerriers celtes ne font pas de prisonniers. Selon Dion Cassius, peut-être exagéré, peut-être pas, les femmes romaines sont pendues aux arbres sacrés et mutilées. Leurs corps sont offerts aux dieux celtes en compensation des humiliations subies par Boudica et ses filles. Quand le feu s'éteint enfin, Londinium n'est plus qu'une cendre. Les archéologues modernes ont retrouvé cette couche de cendres et elle existe toujours. Sous les rues de Londres aujourd'hui, il y a une bande noire de quelques centimètres d'épaisseur, la couche de Boudica, le souvenir physique du jour où Londres a brûlé.
Mais Boudica ne s'arrête pas là. Une troisième ville est sur sa route. Verulamium, l'actuelle ville de Saint-Alban, à 40 km au nord de Londres. C'est la capitale d'une autre tribu celte qui s'est ralliée à Rome, et pour Boudica, c'est une trahison impardonnable. Verulamium subit le même sort. Massacre, incendie, anéantissement. Aucune pitié pour les Bretons romanisés. Pour Boudica, ce sont des collaborateurs, des traîtres. Et les traîtres meurent comme les Romains. Tacite donne un chiffre qui, depuis 20 siècles, fait l'objet de débats parmi les historiens. 70 000 morts. 70 000 morts romains et alliés, en quelques semaines, et 3 villes rayées de la carte. Le chiffre est peut-être exagéré, car les historiens romains avaient l'habitude de gonfler les pertes pour magnifier le danger et la victoire qui allait suivre. Mais même divisé par 2, c'est l'une des défaites les plus humiliantes que Rome ait jamais subies de la part d'un peuple barbare. À Rome, l'empereur Néron envisage sérieusement d'évacuer la Bretagne, d'abandonner cette province coûteuse au bout du monde connu. Cette idée, dont parle Suétone, montre l'ampleur de la panique. Boudica a fait ce que personne n'avait fait depuis Hannibal. Elle a fait douter l'Empire de lui-même. Mais à des kilomètres de là, un homme prépare son piège. Suetonius Paulinus n'a pas dit son dernier mot. Suetonius Paulinus a tout perdu, sauf son armée. Environ 10 000 hommes, des légionnaires aguerris et des auxiliaires. Face à lui, la marée de Boudica. Selon Tacite, près de 230 000 combattants celtes. Le chiffre est presque sûrement exagéré, mais même la moitié, ou même le tiers, représente un rapport de forces écrasant. Suetonius sait qu'il ne peut pas gagner par le nombre. Alors il va gagner par le terrain. Il choisit son champ de bataille avec une précision chirurgicale, quelque part le long de la grande route romaine, la Watling Street, qui traverse la Bretagne d'est en ouest. La localisation exacte est encore débattue par les archéologues aujourd'hui, mais probablement vers l'actuel Manchester, dans le Warwickshire. Le terrain est parfait pour Suetonius. Devant lui, un défilé étroit, une vallée resserrée entre 2 pentes. Derrière lui, une forêt dense, impossible à attaquer par l'arrière. Et devant la forêt, c'est 10 000 hommes, disposés en formation serrée, légionnaires au centre, auxiliaires sur les flancs, cavalerie en réserve. Les Bretons arrivent par milliers, tellement nombreux qu'ils ne peuvent même pas se déployer en formation. Ils sont obligés de s'engager dans le défilé en colonnes resserrées. Pire encore, derrière eux, à l'arrière de leur armée, les guerriers ont aligné leurs chariots, des centaines de chariots avec leurs femmes, leurs enfants et leurs biens. Ils sont venus assister à la victoire finale, comme on assiste à un spectacle. Ces chariots vont devenir leurs tombeaux. Le combat commence. Première phase, les Bretons chargent. Les légionnaires les laissent venir, puis lancent leurs javelots, les pilas romains, à courte distance, en volée massive. Dans la masse compacte celtique, chaque javelot trouve une cible. Deuxième phase, quand l'élan est brisé, les légionnaires avancent en formation serrée, bouclier contre bouclier, glaive contre glaive, une machine à tuer méthodique. Les Bretons reculent, et là, ils se heurtent à leurs propres chariots. Plus de retraite possible, plus d'espace, juste la panique. Le massacre commence. Selon Tacite, qui exagère sûrement mais à peine, 80 000 Bretons meurent ce jour-là, femmes et enfants compris. Côté romain, environ 400 morts. L'armée de Boudica a été pulvérisée. La révolte est terminée. Boudica survit à la bataille, mais elle sait qu'elle a tout perdu. Son armée, sa cause, sa dernière chance. Les sources divergent sur la suite. Tacite écrit qu'elle s'empoisonne, pour ne pas tomber vivante entre les mains des Romains, pour ne pas finir ce que ses filles ont commencé à subir. Dion Cassius écrit qu'elle tombe malade et meurt, et qu'elle reçoit une cérémonie funéraire grandiose de la part de ses derniers fidèles. Personne ne sait où Boudica a été enterrée. Personne ne sait ce qu'elle a pensé dans ses derniers instants. Mais une chose est sûre, Rome n'a jamais oublié son nom. Pendant des années après sa mort, l'Empire investit massivement dans la pacification de la Bretagne. Plus de garnisons, plus de forts, plus de routes militaires. Une réorganisation complète de l'occupation. Pourquoi ? Parce qu'une femme avait montré que c'était possible. Possible de défier Rome, possible de la faire vaciller, possible de la faire douter. Boudica a perdu sa guerre, mais elle a gagné quelque chose de bien plus rare. Elle est devenue un mythe vivant. Au XIXe siècle, quand la reine Victoria règne sur le plus vaste empire du monde, un empire qui s'étend bien au-delà de ce que les Romains ont jamais rêvé, les Britanniques redécouvrent Boudica. Ils érigent une statue d'elle, sur son char de guerre, en face du Parlement de Londres, à Westminster.
à l'endroit même où elle a brûlé Londinium 19 siècles plus tôt. L'ironie est totale. La femme qui a brûlé Londres est devenue le symbole de Londres. Aujourd'hui encore, la statue est là. Tu peux la voir si tu te promènes sur les rives de la Tamise. Boudica avec ses 2 filles, sur son char de guerre, le bras levé vers le ciel. L'éternelle reine vaincue, l'éternelle mère blessée, l'éternel symbole de ceux qui refusent de se soumettre. Si ce récit de Boudica t'a marqué, partage-le à un proche qui aime l'histoire. Ce que l'on raconte, on le préserve. C'est ainsi que les destins oubliés continuent de voyager à travers les esprits. Sur les récits du temps, chaque vidéo est une porte vers une époque oubliée. Des conquérants méconnus aux reines effacées des manuels, nous voyageons à travers les siècles pour faire revivre ces vies que le temps a presque ensevelies. Abonne-toi et active la cloche pour traverser le passé avec nous, semaine après semaine. Et puisque cette histoire vient de te traverser, dis-moi, si tu avais été un guerrier celte sur la colline ce matin-là, à regarder les légions romaines avancer en formation, aurais-tu chargé avec Boudica? Si cette page d'histoire t'a captivé, soutiens la chaîne d'un simple j'aime. C'est gratuit, et pour une petite chaîne comme la nôtre, ça pèse plus que tu ne crois. Le passé éclaire le présent. Les récits du temps reviendront bientôt avec une nouvelle figure, une nouvelle époque, un nouveau mystère. À très vite.